Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette première vidéo de formation letrading.fr, une formation qui a été conçue et designée vraiment pour tout type de profil d'investisseur. Donc si vous êtes débutant, vous allez comprendre cette vidéo est faite pour vous justement. Si vous êtes déjà avec quelques années d'expérience, si vous avez déjà un petit packaging en trading, je vous invite peut-être soit à regarder cette vidéo pour avoir une petite piqûre de rappel sur les bases, soit peut-être à passer sur une vidéo un petit peu plus avancée dans la formation pour connaître nos méthodes de trading. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter du coup les deux formateurs de cette formation letrading.fr. Vous avez à gauche Jonathan qui est un trader expérimenté avec plus de 20 ans d'expérience dans le trading, des années d'expérience également en gestion de fonds, qui gère maintenant actuellement 5 millions de dollars en temps réel tous les jours au quotidien. Et la session va encore augmenter à la rentrée pour le mois de septembre. Donc il est spécialisé plutôt dans le trading des indices, donc ça va être du court terme, du moyen terme, même parfois du long terme, quand les opportunités se présentent, comme par exemple en ce moment, avec les short swings sur tous les indices, notamment les indices américains. Donc à droite, vous avez moi-même, Clément, donc qui suis vraiment en contraste avec Jonathan. Donc ce qui fait notre polyvalence, c'est que je suis beaucoup plus jeune que lui, et je suis là en fait pour démontrer et prouver aussi bien aux plus jeunes d'entre vous qu'aux plus âgés en fait, dans le trading, l'âge n'importe peu. Et ce qui va vraiment faire la différence, c'est votre implication, en fait, votre détermination et le nombre d'heures que vous allez passer à travailler chaque semaine sur les graphiques. Donc c'est un peu comme sur chaque domaine, hein, le travail paye. Et en fait, c'est sûr qu'une personne qui a 15 ans d'expérience dans le trading et qui travaille seulement 1 heure par semaine, elle va être probablement moins performante qu'une personne qui donne absolument tous ses efforts au quotidien depuis à peine 2 ou 3 ans. Alors moi, je suis plutôt spécialisé dans le trading du Forex, même si après, voilà, avec Jonathan et moi-même, on va mixer un petit peu en fonction des opportunités qui se présentent tous les jours donc au quotidien. Donc on va voir dans cette vidéo du coup comment bien débuter en trading avec les différents acteurs sur le marché, les cotations et les pips, le spread et les différents acteurs qui peuvent impacter le spread au quotidien, la marge, les appels de marge. On va voir également le calendrier économique, donc tout ce qui est nouvelles macroéconomiques toutes les semaines. Et en dernier, on verra les chandeliers japonais avec les bougies de retournement. Donc pour cette première partie qui va concerner les différents acteurs sur le marché, on va avoir dans un premier temps donc les banques centrales qui sont vraiment les intervenants les plus importants avec les plus gros volumes d'argent. Donc les banques centrales, il va y avoir vraiment une vidéo dédiée à ça parce que c'est un sujet vraiment important. Mais pour faire bref, c'est des acteurs qui vont intervenir avec des politiques monétaires qu'on va dire restrictives ou expansionnistes afin de maximiser en fait la croissance respective de leurs États et de contrôler l'inflation à court terme, moyen terme et long terme en la maintenant plus ou moins à 2%. Donc ensuite, vous allez avoir les banques privées, tout ce qui est HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, qui vont également intervenir avec des très gros volumes au quotidien. En troisième place, vous avez les fonds spéculatifs et gérants de portefeuille. Donc encore une fois, un peu comme Jonathan, mais voilà, peut-être à plus grande échelle, avec certains gérants qui vont gérer plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards de dollars, d'euros au quotidien. Ensuite, en quatrième position, vous avez les multinationales qui ne sont pas là du tout pour les mêmes raisons, donc ils ne sont pas là pour spéculer ou pour augmenter la croissance de leur pays, mais plutôt pour, on va dire, économiser de l'argent sur leurs propres produits, leurs propres exportations. Donc ils vont ce qu'on appelle hedger leur risque, ça veut dire bloquer le taux d'intérêt d'une devise à une certaine période pour espérer gagner de l'argent. Donc, par exemple, si la personne responsable de cette spéculation en entreprise pense que les taux d'intérêt par exemple du GBP USD, donc c'est-à-dire de la livre contre le dollar, va augmenter dans les prochaines semaines, alors elle va préférer peut-être bloquer le taux d'intérêt maintenant pour pouvoir avoir un peu plus de profit ou pour pouvoir en tout cas moins risquer des mouvements dans les devises dans les prochaines semaines. Voilà. Et en dernière position, vous avez les investisseurs particuliers. Donc ça va être vous et nous au quotidien sur notre petit portefeuille d'investisseurs. Donc voilà, donc quelques milliers, quelques centaines parfois, quelques dizaines de milliers, mais ça fait vraiment pas la différence. C'est un volume qui est de plusieurs dizaines de milliards, centaines de milliards par jour. Donc maintenant, on va voir les cotations et les pips. Donc qu'est-ce qu'on appelle une cotation ? Le Forex est constitué de centaines de devises qu'on dit majeures et mineures et qui s'échangent sur les marchés sous forme de paires. Donc par exemple, on aura le dollar qui s'affronte sous le nom de euro USD ou encore la livre et le yen qui s'affrontent sous le nom de GBP USD. Donc ça, il y en a vraiment beaucoup des paires.
Moi, je vous conseille personnellement de vous limiter à 5 ou 6 pour commencer, c'est déjà très bien. Apprendre peut-être les cotations par cœur, les zones par cœur. Et une fois que vous connaîtrez, vous saurez intervenir sur ces 5 paires-là, vous pourrez alors élargir votre liste d'actifs. Mais le mieux, c'est de commencer sur des paires très volatiles, très liquides. Donc, quand on dit liquide, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants au quotidien. Il est facile de trouver une contrepartie. Mais voilà, si je pouvais vous conseiller GBP USD, Euro USD, AUD USD, USD Yen, ça c'est des paires qui sont très liquides, assez faciles à prendre en main. Et voilà, il y a l'USD un peu de partout, donc il faudra faire attention à ne pas se surexposer. Mais voilà, les GBP Yen aussi si vous voulez. Et voilà, bloquer à 5 ou 6 paires. En tant que débutant, c'est très bien. Ne pas vouloir partir directement à une vingtaine de paires. C'est une erreur que beaucoup de débutants font. Et au final, au lieu de couvrir beaucoup d'actifs, ils n'en couvrent aucun parce qu'ils sont tous mal faits. Donc, il vaut mieux se concentrer sur 5 actifs, bien les faire, repérer des opportunités parce qu'il y en a tous les jours, peu importe l'unité de temps que vous explorez. Si vous faites de l'intraday, soyez sûr qu'il y aura au moins une opportunité par jour à prendre, même pour 30-50 pips, c'est sûr. Voilà, donc vous voyez ici toutes les cotations qui existent donc sur le marché. Par exemple, là, il y a un screenshot sur quelques paires avec, vous voyez à droite, les mouvements dans la journée, donc plus 0,02% par exemple pour l'euro USD. C'est donc entre 17h et 17h, donc l'ouverture des marchés, la fermeture des marchés, de combien est-ce que les prix ont évolué. Donc les cotations et les pips, encore une fois, il est possible de spéculer aussi bien sur l'appréciation que sur la dépréciation d'une devise, aussi bien à la hausse ou à la baisse, et d'en tirer profit. Et oui, parce que c'est une légende urbaine, entre guillemets, de ceux qui ne connaissent pas le trading, de croire que quand ça baisse, on perd de l'argent. Alors, quand ça baisse, c'est malheureux pour certains, mais nous, en tant que traders, ça ne nous regarde pas. On peut très bien faire du profit aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Voilà. Donc, shorter une paire, c'est largement possible, et si la paire diminue, vous allez gagner de l'argent. Donc, dans chacun des cas, afin de pouvoir ouvrir et fermer votre position, vous aurez besoin d'une contrepartie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une contrepartie, c'est la personne qui, à ce prix précis, va accepter de vous céder sa position ou de racheter votre position. Voilà. Donc, le fait de pouvoir trouver une contrepartie à n'importe quel moment, donc sauf bien évidemment lorsqu'il y a une nouvelle économique très importante ou un crash ou par exemple l'assassinat d'un président, par exemple, ça va entraîner des mouvements très importants dans les devises, un crash boursier, et il n'y aura aucune contrepartie qui va être assez folle pour vous racheter votre position. Donc c'est ce qu'on appelle la liquidité du marché, et c'est un des avantages du Forex, par exemple, même des indices, c'est que les marchés sont très liquides, il y a énormément d'intervenants tous les jours, plus à certains moments de la journée, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, mais c'est très facile de trouver une contrepartie. Donc les pips, ce qu'on appelle les percentage in points, c'est ce qui va vous permettre en fait de compter vos gains. Donc chacune de vos interventions sur le marché pourra être calculée grâce aux pips, qui sont des indices de variation des cours et qui permettent aussi bien de calculer un gain qu'une perte. Elle est généralement représentée par la 4e décimale des prix, à l'exception de certaines paires en yens où elle se situe sur la 2e décimale. Donc par exemple ici sur la paire euro-USD, on voit que entre 1,1435 et 1,1436, la paire a gagné 1 pips. Et donc de la même façon, sur l'USD Yen, entre 108,47 et 108,45, elle perd 2 pips, pas 3 pips, excusez-moi, j'ai fait une petite faute, elle perd 2 pips. Donc voilà, vous voyez que là, sur la plupart des paires, on se fie à la 4e décimale. Par contre, il faut faire bien attention, il y a certaines paires, voilà, ça n'existe pas 4 décimales, c'est 2 décimales, dans ce cas-là, ça va être la 2e décimale qu'il va falloir prendre en compte. Donc le nombre de pips que vous gagnez représente vos gains, et votre unique but du coup en trading sera de gagner le plus de pips possible. Ne vous fiez jamais aux gains en euros ou n'importe quelle monnaie sur le compte trading de quelqu'un. Les gains en monnaie ne représentent rien, ça va tout dépendre de votre capital. Quelqu'un qui va trader avec 15 millions d'euros va forcément avoir plus de gains que vous, mais il va peut-être avoir fait un gain de 10 pips, alors que vous aurez 500 pips latents. Donc c'est vraiment important de considérer les gains en pips et non pas en euros. Donc, en fonction de votre capital et de votre money management, vous êtes libre de choisir la valeur de chaque pips. Donc, par exemple, si vous exécutez un trade sur l'euro USD à 10 euros du pips et que les cours gagnent 35 points, vous aurez réalisé un gain de 350 euros. Donc 10 euros par point fois 35. Donc voilà, encore une fois, fiez-vous vraiment que aux pips. C'est votre objectif principal, c'est de gagner des points. Après, le capital viendra par la suite.
quand vous allez évoluer, quand vous aurez l'opportunité peut-être d'avoir un capital plus important, vos gains vont suivre. Mais le plus important, c'est vraiment pas de se focus sur les gains, c'est de se focus sur les points. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de vous transformer en trader gagnant. Et c'est ce que la plupart ce qu'on appelle des retail traders, c'est des traders individuels, ils ne prennent pas en fait. Et il faut vraiment se focus sur les pips. C'est ce qui va vraiment vous transformer. Et une fois que vous aurez compris ça, je peux vous garantir que vos résultats vont exploser. Donc gardez en tête que plus vous utilisez l'effet de levier, plus votre risque est élevé. Donc en parallèle, les chances de perdre votre argent et votre compte de trading augmentent. On conseille de jamais l'utiliser, l'effet de levier, surtout à excès, et d'apprendre à le maîtriser année après année. Donc c'est vraiment important. Je sais que beaucoup de brokers proposent des effets de levier qui vont jusqu'à 500. Donc c'est bien si vous voulez prendre peut-être plusieurs positions d'un coup. Attention à la surexposition, encore une fois. Donc, la surexposition, c'est de ne pas prendre plusieurs trades sur la même paire de devises. Donc par exemple sur l'USD, ne pas acheter le GBP-USD, le AUD-USD, l'euro-USD et l'USD. Et voilà, c'est vraiment, il ne faut pas faire ça. Parce que s'il y a une nouvelle d'un coup connue ou inconnue, notamment un tweet de Trump, par exemple, qui en ce moment tweet quasiment tous les jours et qui a des effets sur les marchés instantanément, ça peut vraiment mettre en danger votre capital, surtout si vous utilisez l'effet de levier. Ça peut avoir des effets catastrophiques. Vous allez pouvoir perdre 30, 50, voire 100% de votre capital sur un seul trade, enfin, un seul en tout cas, une seule vision qui vous dirait d'acheter le dollar. Donc nous mesurons ici ci-dessous un mouvement de 74 pips à la clôture d'une bougie 4 heures et on peut voir qu'encore une fois, on se fie à la 4e décimale des cours pour calculer la différence. Donc ici entre 1,04560 et 1,053, on a bien une différence de 74 pips. Donc pour cette 3e partie de la vidéo, on va voir ce qu'est le spread et quels sont les différents facteurs qui peuvent l'impacter au quotidien. Donc le spread, pour faire simple, en fait, c'est la commission du broker. C'est comment est-ce que le broker va être rémunéré. On appelle ça le spread. Donc en simplifiant la chose, c'est la différence entre le prix de l'offre, ce qu'on appelle le bid, et le prix de la demande, le ask. Donc par exemple sur cette image, on voit l'euro USD et l'AUD USD, pardon. Sur l'euro USD, on voit qu'entre les derniers chiffres 34,9 et 35,1, on a bien une différence de 0,2. Donc le spread sera de 0,2 sur la paire euro USD. De la même façon, sur AUD-USD, entre 49,7 et 50,0, on a bien un spread de 0,3. C'est une différence en fait de 0,3 tout simplement. Donc les courtiers en ligne, qui sont en fait les principaux intermédiaires entre vous, investisseurs, et le marché, le spread, ça va être une de leurs sources de revenus les plus importantes. Il peut être fixe ou variable en fonction du courtier, même si dans la plupart des cas, vraiment 90%, le spread va être variable. C'est ce qui va faire en fait gagner des sous au broker. Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le spread au quotidien. On va voir après quels sont ces facteurs, mais il sera vraiment important d'en tenir compte, car une augmentation du spread peut vite vous coûter très cher. Un spread large signifie une plus grande difficulté à passer en profit après l'ouverture du trade. Donc par exemple, si le spread passe de 1 pips à 3 pips et que vous avez déterminé une valeur de 5 euros par pips, la commission du broker, au lieu d'être 5 euros, elle va être de 15 euros seulement pour ouvrir votre position. Il faudra donc attendre que le marché gagne 4 pips pour passer en profit sur votre ordre. Et oui, parce qu'il y a deux raisons pourquoi les spreads sont élevés. D'un côté, il y a des paires naturellement où le spread est élevé. Donc par exemple, je pense aux paires exotiques. C'est pour ça qu'on conseille d'aller sur des paires plus larges, plus générales, avec plus de volatilité, comme l'euro USD, l'AUD USD, où les spreads sont très faibles. Et donc là, pour passer en profit sur votre ordre, vous allez devoir seulement gagner peut-être 0,2, 0,3 points. Et ensuite, ce serait que du profit pour vous. Alors qu'une paire exotique, de l'autre côté, ça va être complètement l'inverse. Ça va être des fois 4, 5, 10 pips avant de passer en profit. Donc la commission du poker est très élevée. Si vous avez un gros compte, ça peut très vite monter 400 ou même 2000 euros la commission. Donc, il faut faire vraiment attention au spread avant de créer une position. Il faut faire également attention au spread, même si la paire est, on va dire, si vous tradez l'euro USD, si vous tradez pendant une nouvelle économique ou pendant n'importe quel facteur, il faut faire attention au spread. Ça peut être avoir vraiment des impacts négatifs sur votre compte de trading. Donc les différents facteurs qui peuvent impacter le spread. Donc comme on vient de le dire, il y a des annonces macroéconomiques ou des discours de banquiers centraux qui viennent souvent avec une augmentation de spread. Donc ce n'est pas le cas à chaque fois. C'est pour ça qu'on fera un chapitre là-dessus sur le calendrier économique
pour voir un petit peu quelles sont les nouvelles importantes, quelles sont les nouvelles qui sont moins importantes, qui ont moins de valeur. C'est pas la peine de les regarder tout le temps. C'est vraiment des nouvelles en fait quasiment toute la journée. Et si on se met à chaque fois à se dire qu'on ne traite pas pendant ces nouvelles, au final on ne traite jamais. Donc il faut vraiment faire le tri, savoir un petit peu quelles sont les nouvelles importantes à suivre, quelles sont les nouvelles qui vont pas toucher la volatilité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant que les banquiers centraux parlent, donc on va dire une fois maximum une fois par semaine pour chaque banque centrale, il y a des grands risques d'avoir un pic de volatilité à ce moment-là, et donc du coup de voir le spread augmenter. Donc il y a également les volumes échangés sur le Forex qui varient énormément en fonction de l'heure de la journée. Pour avoir les spreads les plus faibles, il est recommandé de trader lorsque les différentes bourses mondiales s'intercalent, comme par exemple la session européenne avec la session américaine. À l'inverse, il coûtera beaucoup plus cher d'ouvrir des positions dans la nuit, car la liquidité est très faible et donc les spreads plus larges, en particulier le dimanche soir à l'ouverture des marchés. Et oui, parce que bon, la nuit encore, la semaine, ça peut aller, parce qu'il y a différentes bourses, comme on a dit, qui s'intercalent. Mais alors le dimanche soir, la bourse vient à peine d'ouvrir, il n'y a vraiment pas beaucoup d'intervenants sur le marché, la liquidité est très faible. Il faudra vraiment attendre le lundi matin, et encore attendre lundi matin vers 10-11 heures pour avoir un petit peu de visibilité sur le marché, parce qu'avant c'est compliqué, la semaine vient de se lancer, puis il va y avoir un gap de rupture, et donc du coup une nouvelle tendance qui s'installe. Donc il faut vraiment attendre que la semaine commence, que les intervenants reviennent sur le marché, et la liquidité surtout soit de nouveau présente sur le marché pour faire baisser les spreads, pour que vous puissiez commencer à ouvrir des trades pour moins cher. Donc pour résumer, plus il y a d'intervenants sur les marchés à un moment précis, plus la liquidité est importante et donc plus les spreads sont faibles. Donc maintenant, la quatrième partie, on va voir la marge et les appels de marge. Donc, la marge est simplement la somme d'argent nécessaire dont vous devez disposer sur votre compte pour ouvrir et maintenir une position. Elle sert comme dépôt de garantie à votre courtier et prouve que vous pouvez faire face à une perte. Celle-ci sera plus ou moins importante en fonction de votre courtier, notamment à cause des nouvelles réglementations de l'ESMA. Et dorénavant, tous les brokers européens se voient limités sur les effets de levier, ce qui n'est pas plus mal entre nous. Et il est légalement fixé à 30 pour les paires majeures de devises et 20 pour les paires minières ainsi que l'or. Donc oui, les appels de marge, c'est quelque chose que chaque débutant va probablement avoir à subir un jour, à force de vouloir trader et overtrader. Avant l'ESMA, la plupart des brokers proposaient des leverage de 500, donc des effets de levier de 500. Et du coup, la marge n'était pas souvent atteinte, parce que du coup, on pouvait trader avec des sommes astronomiques sur des petits comptes. Donc, soit on tombait à zéro, soit il n'y avait pas d'appel de marge. Maintenant, c'est autre chose. Si vous allez sur des brokers type FXCM ou des brokers européens soumis à l'ESMA, c'est vraiment beaucoup plus facile de subir un appel de marge. Et dans ce cas-là, faire vraiment attention au volume, à la taille de position qu'on emploie sur ces positions en fonction du compte. Donc, si vous avez un compte à 1000 euros, vous n'allez pas pouvoir ouvrir 50K, donc 50 000 positions sur une paire. Ça va être vraiment une position qui va être disproportionnée comparée à votre compte, à la taille de votre compte. Mais c'est possible encore sur les brokers européens, australiens, pardon, ceux qui ne sont pas soumis à l'ESMA. Donc, si les cours n'évoluent pas en votre faveur et que votre effet de levier est trop important, votre courtier pourra mettre en place un appel de marge qui fermera toutes vos positions automatiquement. Pour certains brokers n'étant pas soumis à l'ESMA, l'appel de marge s'effectuera lorsque votre capital se rapproche de zéro. Voilà, donc c'est ce qu'on disait. Cependant, chez les brokers européens, celui-ci s'effectuera bien plus tôt puisque l'effet de levier est fortement limité. Donc en fait, l'appel de marge, c'est ce qui va vous dire stop. C'est votre broker qui dit vous ne pouvez plus assumer vos pertes, votre taille de position est trop importante. Donc ce qui se passe, c'est que soit il coupe tout d'un coup et vous vous retrouvez avec zéro position et un capital très faible. Donc peu importe si vous aviez raison sur votre setup, que d'après les cours remontent, vous n'avez plus de position. Ou soit ça diminue au fur et à mesure, un cas par un cas, donc 1000 microlots par 1000 microlots, la taille de votre position jusqu'à ce qu'elle atteigne zéro. Donc maintenant, le calendrier économique. Donc, on en parlait tout à l'heure. Le calendrier économique, c'est toutes les semaines un petit cahier à surveiller. Vous allez voir toutes les nouvelles économiques à suivre pour la semaine suivante. Donc les données économiques peuvent avoir un impact plus ou moins important sur les taux de change en fonction de l'importance des événements dévoilés. Donc là, on parle du taux de change, mais c'est pareil, c'est valable sur les indices,
même sur les métaux précieux, avec cette corrélation. Il est indispensable de consulter le calendrier économique tous les week-ends afin d'être au courant des événements majeurs à venir. La plupart des sites mettant en avant ces événements proposent d'établir des alertes 15 minutes avant. Il est judicieux de les utiliser afin de ne pas se faire piéger. Nous ne pouvons pas prédire les réactions du marché à l'avance. Il est important de mesurer son risque lorsque l'on ouvre une position avant une nouvelle importante. Un pic de volatilité pourrait mettre en danger votre capital. Et oui, parce que les nouvelles arrivent quasiment tous les jours, il y en a plusieurs par jour. Et si on n'y est pas préparé, donc si on ne travaille pas durant le week-end, on ne saura pas comment y faire face tout simplement. On ne va pas être préparé, on ne va pas voir nos alertes mises en place sur chaque nouvelle importante. Et notre trading ne va pas être adapté à ces nouvelles. Donc, par exemple, si vous venez d'ouvrir une position importante sur l'euro USD et que vous avez juste derrière une demi-heure après la Fed, donc un événement très important au niveau macroéconomique, ça risque de faire de la volatilité sur la paire USD, enfin sur les paires USD, et vous allez risquer de vous faire piéger, de voir votre stop déclencher sur une mèche, voilà, le spread va augmenter, une mèche risque d'arriver, vous allez perdre de l'argent beaucoup plus facilement. Ou en gagner si vous avez de la chance. Mais ça, c'est du coup du loto et ce n'est pas du trading. C'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup le week-end, autant sur le traçage des zones que sur les annonces macroéconomiques à venir de la semaine d'après. Donc là, je vous ai mis un petit screen de l'application investing.com. Donc investing.com, c'est quoi? C'est comme on a dit tout à l'heure, une application qui permet de voir pour la semaine à venir toutes les nouvelles macroéconomiques qui sont prévues. Donc là, on peut voir que par exemple pour cette journée, les paires en USD vont être très chargées au niveau macroéconomique, la volatilité va être très importante. Il faudra du coup faire attention à tous ces trades qui comprennent des paires en USD. Donc, par exemple, si vous avez encore une fois un trade sur l'euro USD, vous allez devoir soit le fermer, soit le protéger, soit, mon conseil, c'est de ne pas prendre de trade, pas d'ouvrir de nouvelles positions si vous voyez une telle journée arriver. Donc là, par exemple, à 14h30, vous avez une nouvelle très importante avec 3 têtes de taureau, donc la création d'emplois dans le secteur non agricole, et également, un peu plus bas, le taux de chômage. Donc ça, c'est des nouvelles à 3 têtes de taureau. Donc 3 têtes de taureau, c'est les nouvelles qui sont classifiées les plus importantes, donc où il y aura potentiellement le plus de volatilité. Moi, ce que je vous conseille, c'est de supprimer les annonces où il y a seulement 2 et 1 tête de taureau. Sinon, voilà, on ne traite jamais. Investing.com permet de faire un petit tri et de garder seulement les annonces les plus importantes. Donc voilà, moi, mon petit conseil, c'est de garder que les annonces à 3 têtes de taureau. Si vous voulez vraiment avoir un œil sur tout, vous pouvez garder les 2 têtes de taureau. C'est pas obligatoire. Une tête de taureau, ça sert vraiment pas à grand chose. Il y a vraiment rarement de la volatilité avec les annonces comme ça. Mais voilà, 3 têtes de taureau, ça suffit. Vous inquiétez pas, tous les jours, il y aura des annonces avec 3 têtes de taureau dans un peu toutes les monnaies. Donc voilà, ça suffit largement. Donc là, vous avez 3 chiffres également sur la droite de l'écran. Vous avez à droite, tout à droite, là en rouge, pour les créations non agricoles, vous avez les chiffres précédents. Donc c'est combien il y a eu de créations non agricoles la dernière fois que la news est parue. Un petit peu à côté, vous avez ce qui est prévu par le marché. Donc 165K, c'est les créations non agricoles d'emplois qui sont prévues pour cette période-là. Et encore là, en vert, vous avez les chiffres actuels. On dit souvent que ne pas trader fait aussi partie du trading. Cette affirmation prend tout son sens pendant les nouvelles économiques. Il arrive que les résultats soient bons, mais que le marché ne réagisse pas comme prévu, ou qu'à l'inverse, les résultats soient mauvais et que le marché réagisse comme s'ils étaient bons. Voilà pourquoi nous orientons vers une approche purement technique du trading. Ça, c'est à prendre avec des pincettes. C'est vrai que il faut vraiment apprendre la fondamentale, il faut vraiment savoir quels sont les éléments macroéconomiques qui vont arriver, savoir peut-être quels sont leurs impacts sur le marché éventuel. Mais par contre, on resterait vraiment axé sur la technique, parce que voilà, la fondamentale, c'est pas toujours précis. On ne peut pas vraiment anticiper les mouvements, ça vient que des politiques, du gouvernement, des banques centrales. Nous, en tant que traders individuels, on ne peut pas vraiment savoir quels sont les mouvements, quelles sont les réactions que les banques centrales, par exemple, ont prévues pour la semaine à suivre. Donc, il faut savoir observer et réagir, pouvoir remettre ses plans en question, c'est très important, ne pas être trop humble pour avoir une vision claire des mouvements à venir et ainsi préserver votre capital. Donc on va vraiment rester concentré sur une approche technique, donc l'analyse technique, l'analyse des chandeliers, l'analyse d'une tendance, les obliques, tout ça, même les indicateurs.
Et voilà, l'analyse fondamentale, donc d'analyser une nouvelle macroéconomique, il faut s'en servir, il faut l'avoir en tête. Mais par contre, il ne faut pas baser son analyse que sur ça. C'est très important. Donc en 6e partie, on va voir les chandeliers japonais et tous les types de bougies de retournement. L'utilisation des chandeliers japonais a débuté au XVIIe siècle, au Japon. Donc à cette époque, ça n'avait rien à voir. C'était pas pour le trading, c'était pour analyser les cours du riz. Maintenant, ça a bien évolué et son utilisation est devenue beaucoup plus populaire dans le monde du trading. Donc, par exemple, grâce à l'analyse technique. Il faut bien comprendre que l'analyse technique et l'analyse des chandeliers, comme toute méthode de trading, elle n'est pas miraculeuse, elle ne permet pas de gagner à chaque coup, mais elle permet d'améliorer son timing d'intervention et elle offre une aide importante à la prise de décision. Donc là, voilà, vous voyez par exemple la représentation photographique d'un chandelier japonais. Un chandelier japonais, c'est tout ce qui est vert, tout ce qui est rouge, en fonction. Donc ça, c'est des couleurs qu'on a attribuées, que généralement tout le monde attribue. Mais vert, c'est une bougie haussière, rouge, c'est une bougie baissière. Donc il existe d'autres types de représentations graphiques, telles que les barres ou la ligne, qui vont venir remplacer les chandeliers japonais. Mais celles-ci ne seront pas développées, car on ne les juge pas assez efficaces pour un usage quotidien sur les marchés. Donc en fait, la ligne, ça peut être utile si on veut par exemple tracer une oblique ou si on veut voir plus facilement une tendance. Par exemple, si la ligne, si on met sous forme de ligne et qu'on voit qu'elle est bien haussière, on voit que la tendance est haussière. Après, c'est pas vraiment efficace. Et pareil pour les barres, je trouve pas ça vraiment efficace. Donc on préfère rester sur des chandeliers japonais qui sont beaucoup plus précis et qui permettent vraiment une plus grande aisance à la prise de décision sur le marché. Donc encore une fois, ici on voit plusieurs exemples de bougies japonaises et maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut les détailler avec leurs différents noms. Donc on va voir les unités de temps. Donc les unités de temps, ce qu'on appelle UT, symbolise le laps de temps entre la création et la clôture d'une bougie. Par exemple, sur un graphique en 4 heures, chaque bougie représente 4 heures de cotation. De même, sur un graphique en mensuel, chaque bougie représente un mois. Donc maintenant, quand vous allez passer par exemple en UT 1 heure, chaque bougie 4 heures va être, entre guillemets, cassée en 4 différentes bougies 1 heure. Donc plus vous allez zoomer dans l'unité de temps, plus ça va être précis. Donc là, vous voyez, en 4 heures, donc là c'est TradingView, un screen de TradingView, en 4 heures, chaque bougie ici représente 4 heures. Donc chaque chandelier, une fois clôturé, est composé de la même manière. Il a un corps, une mèche haute et une mèche basse. Donc le corps, c'est un rectangle rouge ou vert, en fonction de la direction des prix, et il permet de connaître le prix d'ouverture, donc en haut, et le prix de clôture qui se situe en bas. Il y a également une mèche haute, représentant le plus haut atteint durant une unité de temps. Donc par exemple, en horaire, ça va être le plus haut atteint pendant les 60 dernières minutes, et une mèche basse qui représente le plus bas atteint durant l'unité de temps. Donc voilà, un graphique qui va vous permettre de comprendre. On a bien le corps, donc le rectangle, rouge et vert en fonction de la direction des prix, le plus haut et le plus bas. Donc c'est le plus haut et le plus bas, c'est juste un petit trait. Donc une wick, si vous appelez ce mot un jour, wick, c'est la petite mèche en anglais. Donc ça va représenter le plus haut atteint et le plus bas atteint durant l'unité de temps. Donc si la bougie, si celle-là par exemple elle est en mensuel, une bougie égale un mois, donc du coup le haut de la petite mèche, ça va être le plus haut atteint durant ce mois-là, et inversement le plus bas atteint durant ce mois-là en bas. Donc maintenant on va voir les bougies de retournement. Au fil du temps, certaines configurations de bougies se sont vues attribuer des noms. Ce n'est pas indispensable de toutes les connaître, mais il faut savoir les mémoriser et identifier les plus connues. Donc parmi celles-ci, on va voir une liste des figures qu'on retrouve le plus dans le marché au quotidien. Donc là par exemple, il y a le doji qui est une figure d'indécision. Les volumes sont plus ou moins égaux à la clôture de la bougie. Les marchés ne savent pas trop dans quelle direction continuer. Donc ça peut être aussi bien un doji haussier qu'un doji baissier, mais entre guillemets, tous les cas, le corps sera petit, les mèches seront très grandes. C'est ce style de bougie avec un tout petit corps au milieu. Voilà, donc c'est souvent une figure de retournement, comme on a dit, qui signifie un essoufflement de tendance ou une indécision des marchés. Et derrière, soit on va voir une reprise de la tendance, soit on va voir un petit retournement de tendance à court terme. Maintenant, on a le pin bar. Donc, le pin bar qui est encore une bougie de retournement. Donc là, c'est un peu comme un doji avec un petit corps, mais par contre, le corps doit être en bas ou en haut de la mèche. Donc c'est obligatoire que ça clôture en extrême ou presque en extrême. C'est pas totalement en extrême, c'est pas grave,
mais il faut que ce soit en tout cas presque en extrême. Donc là, voilà, on voit 2 pin bars avant la descente, donc la décroissance de la tendance. L'avalement maintenant. L'avalement, c'est une des bougies les plus connues, les plus puissantes et les plus utilisées au quotidien sur les marchés. L'avalement, c'est très simple. C'est un avalement haussier, donc c'est une bougie verte qui va venir englober la bougie précédente, donc une bougie rouge. Et pour un avalement baissier, c'est une bougie rouge qui va venir englober la bougie précédente qui sera une bougie verte. Donc en gros, ça veut dire que les volumes ont beaucoup augmenté durant cette nouvelle bougie qui viennent casser et englober la bougie précédente. Donc là, on a un break que sur le haut de la bougie, par exemple sur la bougie verte, on a un break que sur le haut de la bougie. Parfois, il arrive que du coup la bougie ouvre en extrême, donc ça veut dire que le corps de la bougie, le prix d'ouverture est se situe sous la clôture de la bougie précédente, et la bougie va faire clôturer au-dessus du prix d'ouverture de la bougie précédente. Donc là, la bougie dans ce cas-là va vraiment englober en haut et en bas la bougie précédente, et ça va vraiment être un signal très important de retournement de tendance. Donc là, par exemple, vous voyez, on a 2 englobantes, une haussière, une baissière, et derrière, ça a suivi par un petit retournement de tendance à court terme. Donc, encore une fois, tous ces événements, toutes ces bougies, toutes ces représentations graphiques, c'est pas prendre à chaque fois qu'on en voit une, on prend un trade. Il faut vraiment la combiner avec d'autres éléments techniques. Donc là, on a un tweezer. Donc un tweezer, c'est la combinaison d'une bougie rouge et d'une bougie verte, des petites fusées. Ça représente un petit peu une petite fusée avec une petite mèche et un gros corps. Les mèches doivent être du même côté, par contre, c'est important. Il doit y avoir une rouge, une verte, ou une verte et une rouge. Ça dépend de si le marché est haussier ou baissier. Donc là, par exemple, vous voyez, du coup, un retournement grâce au tweezer. Donc un retournement haussier quand la dernière bougie est verte, un retournement baissier quand la dernière bougie elle est rouge. Voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo de formation sur le trading.fr. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve très prochainement pour la deuxième partie des bases. Donc on va couvrir l'effet des tailles de position, les différents styles de trading et également tous les différents types d'ordres. Donc on se retrouve très prochainement pour cette nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous